Bon retour parmi nous. Nous sommes rejoints par Larry Johnson, un ancien analyste de la CIA. Bonne année à vous et à tous ceux qui nous regardent. Oui, j'espérais qu'on irait un peu plus loin dans la nouvelle année avant qu'un truc comme ça n'arrive. Oui, j'allais dire, le 3 janvier. On n'est pas vraiment allé très loin. J'avais le pressentiment que 2026 serait une année difficile. Mais maintenant, on voit que les États-Unis, comme tout le monde le sait désormais, ont lancé une vaste frappe militaire contre le Venezuela et capturé le président Maduro, qui, d'après ce que j'ai compris, a été mis sur un bateau et a probablement déjà atteint New York. Comment évalues-tu cette évolution, toi? Oui, eh bien, en fait, je pense qu'il est probablement à environ 24 heures de toucher terre à New York. C'est le moment mission accomplie de Donald Trump à la George W. Bush. Il pense avoir, je cite, résolu un problème et trouvé une excellente solution. Alors qu'en réalité, je pense que ce qu'il a fait, c'est se créer encore plus de problèmes. Maintenant, cette mise à l'écart de Maduro, vous savez, nous avons déjà fait ce genre de choses auparavant. Nous l'avons fait avec Manuel Noriega. La situation était bien plus simple à l'époque, car le Panama est un tout petit pays et nous y avions déjà une présence militaire établie. Et pourtant, vous savez, Trump a déclaré aujourd'hui lors de sa conférence de presse que les États-Unis allaient diriger le Venezuela pour un avenir prévisible. Et il a nommé ceux qui, je cite, le dirigeraient, à savoir Pete Hegseth et Marco Rubio. Et quand j'ai entendu ça, je me suis tout de suite dit, c'est comme confier un dispensaire de cannabis à Cheech et Chong. Tu vois, ils vont vendre de la marijuana, mais ils en fumeront plus qu'ils n'en vendront. Ce sera une catastrophe. Trump essaye de jouer sur les deux tableaux. Prétendre qu'il ne s'agit pas d'un changement de régime, alors qu'en réalité, c'en est un. Les Vénézuéliens affirment actuellement que leur gouvernement est intact, que le vice-président est désormais aux commandes, que le ministère de la Défense fonctionne toujours. On ne peut pas exclure la forte probabilité que certains de ces individus aient reçu d'importants paiements de la CIA pour détourner le regard et permettre que cela se produise. Mais personne ne bénéficie d'un soutien populaire supérieur à celui dont jouissait Maduro, malgré les tentatives occidentales de le présenter comme profondément impopulaire. Cette Corina Machado, la lauréate du prix Nobel de la paix qu'il a obtenu sans rien faire pour assurer la paix, va d'une manière ou d'une autre essayer de se frayer un chemin. Mais le Venezuela est un pays fortement armé, et je ne peux pas exclure la possibilité, ou plutôt la probabilité, que si une influence étrangère pénètre dans le pays, elle soit attaquée. Le niveau de criminalité, d'assassinat et ainsi de suite augmentera. Et les États-Unis se retrouveront probablement, dans les 2 ou 3 prochains mois, dans une situation où ils se sentiront obligés d'envoyer davantage de troupes pour tenter de stabiliser la situation. C'est le chemin que nous avons emprunté au Vietnam. Juste quelques personnes de plus pour stabiliser la situation. Eh bien, Machado, je pense qu'elle était préférée, évidemment, par les Européens. En effet, la Norvège lui a décerné le prix de la paix, une manière à peine voilée d'essayer de choisir un successeur après une invasion militaire américaine. Mais Trump a fait remarquer que Machado n'a pas, et je cite, le soutien ni le respect du peuple vénézuélien. Et j'ai trouvé cela intéressant, parce que je pense que Trump doit être conscient que ce ne sera pas une décision très populaire. Renverser le gouvernement de cette manière, permettre aux États-Unis de revendiquer la propriété du pétrole du Venezuela, et placer quelqu'un comme Machado qui va essentiellement purger le pays de tous ceux qui ne partagent pas son idéologie. Tout cela amène donc la question suivante. Pensez-vous que cela pourrait mener à une guerre civile? So it kind of all begs the question of, do you think this could lead to a civil war?
Ce n'est pas vraiment une guerre civile, mais appelons cela une insurrection intérieure qui rendra le Venezuela très instable. Et ce sera parallèle à ce qui s'est passé en Colombie au cours des, mon Dieu, 60 et une dernières années. Vous savez, les guérilleros des FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, existent depuis 1964. Et malgré une aide militaire américaine considérable, malgré des campagnes répétées de contre-insurrection, ce groupe existe toujours. Il continue de se battre. L'une des raisons pour lesquelles il a pu le faire, c'est à cause des frontières poreuses que la Colombie partage avec l'Équateur et le Venezuela. Le Venezuela, de son côté, a la Colombie et le Brésil, ce qui signifie que les groupes peuvent facilement passer d'un côté à l'autre des frontières, trouver refuge, se réapprovisionner et faire circuler de la contrebande pour gagner du rang. Cela rend donc le procès difficile. So it makes it very difficult to control it. Je pense que les intérêts fortunés au Venezuela vont tout faire pour tirer le plus d'argent possible des États-Unis. Mais je ne les vois pas se soumettre entièrement à Washington, D.C. Quant à l'administration Trump, eh bien, beaucoup de ces gens n'étaient même pas là quand tout cela se passait. Vous savez, tout au long des années 1970 et 1980, la CIA contrôlait le gouvernement du Venezuela. Carlos Andrés Pérez, alors président du Venezuela, était un agent rémunéré de la CIA. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit de la part de personnes que je n'ai aucune raison de mettre en doute, car elles sont bien placées pour le savoir. Et en partie, c'est l'échec de la CIA à gérer correctement le Venezuela qui a créé les problèmes économiques ayant conduit à l'ascension et au succès final d'Hugo Chavez, puis plus tard de Maduro. Donc cette idée qu'il existe une solution simple, qu'il suffirait de remplacer un homme et que tout irait bien, désolé, mais notre histoire montre clairement que ce n'est pas vrai. Vous savez, nous avons renversé Mossadegh en Iran, et cela n'a pas au final stabilisé la situation, ni créé un Iran apaisé sans autre problème. Nous l'avons fait avec Diem au Vietnam, nous l'avons fait avec Manuel Noriega, nous l'avons fait avec Saddam Hussein, nous l'avons fait avec Muammar Kadhafi, nous l'avons fait avec Bachar el-Assad. Alors cette idée, ce fantasme occidental, selon lequel il suffirait de remplacer un homme pour résoudre nos problèmes, pour tout remettre sous contrôle, et le plus ironique, c'est qu'il continue à poursuivre exactement la même politique à l'égard de la Russie. Tout ce que nous avons à faire, c'est nous débarrasser de Poutine. Et encore une fois, personne ne réfléchit à ce qui vient ensuite. Ce sera pour Trump son moment de mission accomplie, comme ce fut le cas pour George W. Bush. Ce sera le sommet de son succès. Mais je pense que dans 2 mois, ils chanteront une autre chanson, et la situation au Guatemala et au Venezuela ne sera pas stabilisée. Encore une fois, je pense que cela fait partie d'un plan plus large. Tenter de s'emparer du pétrole du Venezuela est une préparation à une attaque contre l'Iran, visant à détruire la République islamique. La planification d'urgence pour cela prévoit effectivement que le détroit d'Ormuz pourrait être fermé, au moins temporairement. Il faut donc disposer d'une source alternative de pétrole. Voilà, entrez le Venezuela. Oui, cette idée selon laquelle Trump devrait se présenter ou que son entourage devrait diriger le Venezuela et Rubio, jusqu'à ce qu'il trouve un régime fantoche à installer, c'est aussi absurde que si Tony Blair prenait la tête de l'administration de Gaza. J'attends juste qu'il renverse le gouvernement iranien et fasse du chancelier Merz le nouveau Shah. C'est juste très dans sa structure. Je pensais qu'on était passé à une forme plus douce d'impérialisme, mais cela ressemble à la version à l'ancienne.
Mais les États-Unis devaient avoir beaucoup de gens à l'intérieur. Le fait qu'ils aient pu enlever leur président, qui n'ait pas rencontré de résistance suffisante, penses-tu que les États-Unis, la CIA, travaillent avec quelqu'un à l'intérieur, des gens au sein du gouvernement vénézuélien? Oh yeah, certainly. Yeah, I think there were people paid. Oh oui, certainement. Je pense que des gens ont été payés. Vous savez, l'opération a été menée par la Delta Force, et la Delta Force est compétente. Ils sont très capables, hautement entraînés. Mais c'est toujours risqué d'entrer dans ce genre de situation. C'est un peu comme l'histoire que nous avons racontée à propos de la capture de Ben Laden. L'histoire qui n'a jamais été rendue publique, c'est que le service de renseignement pakistanais a été soudoyé pour détourner le regard, ce qu'il a fait. Car si le Pakistan avait réellement activé son système de défense aérienne, cela aurait compromis la mission. On peut dire la même chose ici, car faire voler des hélicoptères dans cette région du Venezuela, c'est survoler les montagnes et ils disposent de systèmes de défense aérienne. Apparemment, certains ont été neutralisés, mais d'autres ne sont simplement pas entrés en action. Et il semble qu'il n'y avait pas de dispositif de sécurité autour de Maduro. Around Maduro, or if there was, they were not very competent. Now, ou s'il y en avait, ils n'étaient pas très compétents. J'ai entendu dire par certaines personnes que le groupe Wagner avait été envoyé là-bas pour défendre Maduro. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Mais cette illusion occidentale selon laquelle on peut renverser une seule personne, et qu'en la renversant, on obtiendra un gouvernement parfait et une situation stable, n'a pas fonctionné par le passé, et je doute que ce soit le cas ici. Et nous n'avons même pas encore commencé à aborder les questions juridiques qui vont surgir, puisque tout cela repose sur un ancien acte d'accusation contre Maduro, en réalité élaboré dans le cadre d'une opération secrète de la CIA pendant la première administration Trump. Dès qu'on examine la véritable source d'une grande partie de ces informations, on se rend compte qu'une partie d'entre elles pourrait même ne pas être recevable devant un tribunal, car elles ont été obtenues par des méthodes de renseignement, et certaines de ces sources ne sont probablement pas très fiables. C'est l'idée selon laquelle il suffit de prendre un dirigeant, de le remplacer par quelqu'un d'autre, et alors on obtiendra une situation merveilleuse et stable. C'est en gros la manière dont on expliquerait la politique à des enfants ou à des fanatiques. Vous savez, nous avons un problème dans le monde parce qu'il y a un méchant là-bas. Et si nous nous débarrassons simplement du méchant, tout ira bien. Tout redeviendra normal. Ainsi, toute la complexité de l'anarchie internationale, de la politique mondiale, l'absence d'un souverain suprême, la compétition pour le pouvoir, les intérêts divergents, tout cela passe à la trappe. Et cela devient simplement « Oh, nous avons un méchant ». Et c'est essentiellement ainsi que la même histoire se répète à chaque fois. C'est un peu triste que nous n'ayons pas créé une propagande plus sophistiquée, mais il semble que cela fonctionne. Mais au Venezuela, non seulement ils ont capturé Maduro, mais ils ont aussi suggéré qu'il ne s'était pas vraiment défendu avec acharnement. Le Venezuela dispose de défense aérienne, de drones, et pourtant, ils n'ont abattu aucun des envahisseurs. Oui, eh bien, il se peut que, disons que le vice-président ait conclu un accord. Du genre, « vous savez, on va prendre le relais. » Encore une fois, s'ils pensent pouvoir faire confiance aux États-Unis, ils vont être cruellement et profondément déçus. Et je pense que ce que nous voyons en ce moment, c'est, si vous vous souvenez de l'euphorie initiale qui entourait George W. Bush lorsqu'il a atterri sur ce porte-avions en mai 2003 pour célébrer Mission accomplie. Et on a éliminé Saddam, on a pris le contrôle de l'Irak, tout va bien.
Et mon Dieu, c'était le début d'un nouveau cauchemar. Il est vrai que cette opération militaire, la nuit dernière, s'est déroulée sans accroc, aucun hélicoptère ne s'est écrasé, ou du moins c'est ce qu'on nous dit pour l'instant. Encore une fois, comme nous l'avons vu par le passé, les premiers récits commencent à évoluer à mesure que de nouveaux détails apparaissent. Mais rien n'a été assez important pour perturber le récit. Je vais le dire comme ça. Mais le peuple du Venezuela, lui, a son mot à dire là-dedans. Et si les États-Unis doivent, pour ainsi dire, diriger le pays, eh bien, le courrier est-il distribué à temps? Les ordures sont-elles ramassées? Les services publics fonctionnent-ils? Donc, on fixe certaines attentes. Si les États-Unis doivent le diriger, il ferait mieux de le faire efficacement et surtout dans l'intérêt du peuple. Mais malgré tout, à travers l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, il existe un sentiment anti-impérialiste latent chez une grande partie de la population. Et je serais prêt à parier qu'il y aura des attaques contre tout Américain qui déciderait de se rendre au Venezuela pour essayer de participer au gouvernement. Ils seront attaqués, tués, capturés, pris en otage. Mais, vous savez, ce qui semble être une grande victoire pour Trump et qui est présenté comme tel, je le vois, moi, comme porteur de bien plus de problèmes à venir. Oui, si tu veux renverser un gouvernement, le détourner, tu dois, le mettre en conflit avec un autre État. Ainsi, celui qui détourne le gouvernement peut se présenter comme le défenseur, comme cela a été fait en Ukraine. Tu sais, renverser le gouvernement, prendre le contrôle de ses services de renseignement, mais ensuite t'assurer qu'il soit entraîné dans un conflit avec son voisin, la Russie. Alors le fauteur de coup d'État devient soudainement le protecteur, aidant l'Ukraine. Mais il n'y a vraiment personne contre qui pousser les Vénézuéliens. Donc, je suppose que mon point est que le principal adversaire restera alors les États-Unis. Comment évaluez-vous les objectifs américains ici cependant, en termes de ce qu'ils cherchent à obtenir? S'agit-il simplement des bonnes vieilles ressources naturelles, le pétrole, un changement de régime, évidemment? Je sais que Trump a dit que ce n'était pas une guerre de changement de régime, mais quand on enlève le président, il est difficile de rendre cela crédible. Mais est-ce que ça fait aussi partie de ce qui figurait dans la stratégie de sécurité nationale? Raviver une version un peu plus impérialiste de la doctrine Monroe. Eh bien, encore une fois, c'est une incompréhension totale de la doctrine Monroe. La doctrine Monroe comportait deux volets. Le premier, oui, aucune ingérence étrangère, aucune activité étrangère dans cette partie de l'hémisphère, mais les États-Unis gardaient leur distance et n'intervenaient pas dans d'autres régions du monde, du globe. Or, comme nous l'avons vu, nous faisons exactement le contraire. Nous intervenons partout. Je pense que l'un des objectifs de cette démarche en ce moment est de la prise de contrôle du pétrole, du moins potentiellement de la prise de contrôle du pétrole au Venezuela, est lié à la décision des États-Unis. Vous savez, je crois qu'elle a été prise lundi, avec Bibi Netanyahou, de lancer de nouvelles attaques contre l'Iran qui, je l'imagine, auront lieu dans un mois ou deux. Les États-Unis anticipent que le détroit d'Ormuz pourrait être fermé et souhaitent avoir un certain contrôle sur une source alternative de pétrole. Donc vous savez, Trump ne s'est pas arrêté là. Encore une fois, cette approche repose sur l'hypothèse que nous avons un pouvoir et un contrôle total au Venezuela. Le Venezuela est un grand pays et ses frontières ne sont pas sécurisées. Il existe des éléments qui peuvent entrer et sortir et qui, je pense, attaqueront les intérêts américains. Et potentiellement, si le pétrole passe sous contrôle occidental, ils attaqueront les terminaux pétroliers.
Ainsi, au lieu d'instaurer une situation qui permettrait d'apaiser les tensions dans la région, je pense que cela va les aggraver, en particulier à cause des menaces mal avisées de Trump contre le président du Mexique et plus encore contre le président de la Colombie, Petro. Oui, c'est bien là le problème. Voilà ce qui vient ensuite, car Marco Rubio semble déterminé, si cela réussit, à surfer sur cette vague et à s'en prendre à Cuba. Et certains ont suggéré que la Colombie pourrait être la prochaine. On a demandé directement à Trump s'il serait prêt à utiliser la force militaire contre le Mexique, ce qu'il ferait. D'autres suggèrent, vous savez, pas seulement l'Amérique latine, pourquoi pas le Groenland? Pourquoi ne pas, comme ils l'ont fait l'an dernier, revendiquer le canal de Panama? Je veux dire, il y a tellement de pression, ce qui amène à se demander pourquoi. Pourquoi n'y a-t-il pas eu davantage de réactions de la part de l'Amérique latine? Et je pense surtout au Brésil, cet immense membre des BRICS. Je sais qu'ils n'ont pas une excellente relation avec le Venezuela, mais il ne s'agit pas seulement de Maduro. Il s'agit encore une fois, comme vous l'avez dit, d'une perversion de la doctrine Monroe, une revendication d'hégémonie et de contrôle impérial sur la région. Ce n'en est-il des personnes. Eh bien, cela souligne aussi l'hypocrisie des États-Unis. Vous savez, nous prétendons que notre grand intérêt ici est d'arrêter ce que nous appelons le narcoterrorisme. Et puis Trump, dans le cadre de sa campagne contre le narcoterrorisme, accorde sa grâce à un homme qui est un important trafiquant de stupéfiants, mais qui se trouve aussi être l'ancien président du Honduras. Ainsi, le principe que Trump établit est le suivant. Tant que vous servez les intérêts des États-Unis, peu importe que vous soyez un terroriste ou un trafiquant de drogue, nous vous protégerons. Dès que vous ne servez plus nos intérêts, alors nous viendrons vous chercher. Vous condamner, vous tuer, vous capturer, peu importe. Vous savez, nous voyons cela se produire également. Le récit de l'émeute qui a été promu cette semaine à propos de l'Iran, encore une fois, cela est lié au Venezuela. Je ne crois pas aux coïncidences. Alors, Trump rencontre Zelensky dimanche, Bibi Netanyahou lundi, et ce même lundi, les manifestations commencent en Iran. Or, la manière dont les médias occidentaux présentaient la situation, c'était comme s'il s'agissait de manifestations massives, anti-islamiques contre le contrôle de l'ayatollah Khamenei. Ils scandaient pour le retour du Shah. Eh bien, il s'avère que tout ce récit était produit par un groupe qui est en réalité la vitrine politique de ce qu'on appelle les Moudjahidines du peuple iranien, ou PMOI. Le MEK, les Moudjahidines al-Khalq, est une organisation terroriste qui remonte aux années 1960 et qui a tué des Américains lors d'attentats. Mais c'est en 2003, lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak, que nous avons entamé le processus de réhabilitation du MEK, transformant les Moudjahidines al-Khalq d'un groupe terroriste en un groupe qui ne l'était plus. Ils sont devenus un groupe lié à la CIA, soutenu et appuyé par nous. Toute cette semaine a donc été marquée par ce récit, accompagné d'argent de la CIA et du MI6, injecté dans ces groupes et vers des individus en Iran, pour manifester, attaquer la police et tenter de provoquer une réaction brutale afin de construire l'histoire selon laquelle l'Iran serait au bord de l'effondrement. Tout cela vise à conditionner d'une certaine manière le public occidental à s'attendre à une nouvelle guerre avec l'Iran. Ensuite, on retrouve la même logique en ce qui concerne le Venezuela. Et je pense encore une fois que les deux sont liés. Tant que le Venezuela est là, capable de fournir du pétrole, nous pouvons courir le risque qu'il y ait une perturbation temporaire, voire plus longue, de l'approvisionnement en pétrole provenant d'Iran et du Golfe Persique. Donc, tu trouves logique alors qu'il faille s'occuper du Venezuela avant l'Iran? Oui, oui. J'ai vu certains commentaires de l'Union européenne
bien sûr de la part de dirigeants européens. Il semble y avoir une position plus critique de la part de plusieurs chefs d'État, mais du côté de la direction de l'UNCOPER, c'est simplement « Oui, bon, un président illégitime est parti. Nous soutenons le peuple du Venezuela. » Je veux dire, il n'y a vraiment plus de valeur. Nous avons soutenu le chef de l'État islamique en Syrie et nous le faisons encore. Nous sommes prêts à nous associer à des nazis, à différents groupes nazis en Ukraine. Je veux dire, il n'y a plus de principe. C'est assez choquant. Mais en ce qui concerne l'impact sur la rivalité entre grandes puissances, comment pensez-vous que les autres grandes puissances vont réagir à cela? Je sais que les Russes ne sont pas contents, mais il semble que cela nuira davantage à la Chine, car elle achète le pétrole du Venezuela. C'est un partenaire commercial important. Et je suppose, dans une certaine mesure, que cela rendra probablement la Chine plus dépendante de la Russie. Elle ne peut pas s'en procurer ailleurs. Je ne pense pas que Trump ait vraiment réfléchi à cela. Mais dans l'ensemble, ils doivent maintenant voir, pas seulement Trump, mais l'ensemble de l'Occident politique, qu'il est devenu complètement hors de contrôle, au point que le droit international n'a plus aucune importance. Oui, je pense que les événements de la semaine dernière, en remontant à dimanche dernier, la rencontre avec Zelensky, et pendant cette réunion, la CIA, en collaboration avec le service de renseignement ukrainien, a lancé une attaque de 91 drones contre une résidence supposée être occupée par Vladimir Poutine. Et tu sais, de manière très cynique, les Russes ont réagi avec fureur. Je n'ai jamais vu une réaction publique aussi en colère de la part de gens comme Lavrov et Peskov face à cette attaque ratée comparée aux précédentes. Je veux dire, l'attentat terroriste soutenu par l'Ukraine contre le Crocus City Center, c'était quand déjà, en mars 2024. Celui-là a fait 143 morts. C'était énorme. On n'avait jamais vu une réaction aussi furieuse auparavant. Je veux dire, les Russes étaient en colère, mais ils n'avaient pas fait ce genre de déclaration à propos de cet incident. Et ce qui est stupéfiant, c'est que personne n'a été tué. Ils les ont tous abattus. Mais les Russes ont récupéré des composants essentiels, examiné le contrôleur de l'un des drones et ont pu identifier rapidement comment les données de ciblage avaient été saisies. Ils ont tout de suite su que les États-Unis étaient directement impliqués. Et nous en avons eu une confirmation supplémentaire cette semaine, lorsque le Wall Street Journal et le New York Times ont rapporté que, soi-disant, la CIA affirmait qu'il n'y avait eu aucune tentative de viser Poutine. C'est un mensonge. Mais tu continues à lire, et tu vois que non. Non, ces drones étaient censés attaquer une autre cible, située à proximité de la résidence de Poutine. Et là, tu te dis, d'accord, c'est ton histoire, et tu vas t'y tenir. Que c'était dans les environs, mais que ce n'était pas censé aller jusque-là. Cela signifie que lorsque la CIA a dit cela, j'ai tout de suite compris qu'ils savaient exactement quelle était la cible, parce qu'ils étaient impliqués. Il est impossible que ces drones aient visé la résidence de Poutine sans l'aide des États-Unis. Ensuite, en avançant, la Russie déclare « Nous allons devoir réévaluer notre position de négociation vis-à-vis de l'Ukraine. » Puis survient cette attaque contre Maduro. Et je pense que ce que cela a fait, c'est que cela a confirmé quelque chose aux Russes et aux Chinois. Souvenez-vous, je crois que c'était le vice-ministre chinois des Affaires étrangères qui avait rencontré Maduro à Caracas environ 8 à 10 heures plus tôt. Eh bien, les Chinois ont exprimé une immense indignation face à cette violation du droit international, car c'est exactement ce que c'est, une violation du droit international. Maintenant, les États-Unis ne prêtent aucune attention au droit international. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Russie et la Chine y ont toujours accordé une certaine importance.
Et vous savez, je pense que cela a désormais renforcé dans leur esprit l'idée que l'Occident n'est pas digne de confiance. Nous ne sommes pas un partenaire fiable. Cela m'a rappelé quelque chose qui s'est passé il y a environ 6 mois. C'est à ce moment-là que tous ces drones ont été introduits clandestinement en Russie, puis lancés pour frapper la dissuasion nucléaire russe. Tout à fait extraordinaire. Et ensuite, on a vu presque exactement la même chose se produire en Iran. Les drones ont été introduits clandestinement et utilisés pour frapper des cibles à l'intérieur du pays. On ne peut pas s'en empêcher. Je pense que beaucoup de gens à Moscou ont remarqué cela et ont vu le lien. Et maintenant, bien sûr, avec cette frappe près de la résidence de Poutine et la tentative d'enlèvement du président d'un autre pays, je pense qu'ils y voient certaines similitudes. Tout cela montre qu'il n'y a plus de règles. C'est la loi de la jungle. Toutes les règles de courtoisie, les lignes rouges, ce qu'on peut ou ne peut pas faire, tout cela a disparu. Cela oblige donc beaucoup de ces pays à traiter désormais avec les États-Unis d'une manière très différente. Oui. Oui, non. Tu as tout à fait raison. Il y a en ce moment une réévaluation, j'en suis sûr, à la fois à Moscou et à Pékin, où l'on se dit, d'accord, il faut reconnaître que les États-Unis ne sont absolument pas dignes de confiance, que leur parole ne vaut rien, et qu'il va falloir voir des mesures très concrètes de leur part. Tu sais, remarque que Trump accuse maintenant Poutine, et l'accuse même de mentir à propos des drones. Mais les Russes ont des preuves. Ils ont récupéré les contrôleurs, ils savaient exactement quelles coordonnées avaient été saisies, ils savaient précisément comment cela avait été fait. Et que les États-Unis prétendent n'avoir rien à voir avec tout ça est tout simplement absurde. Le principal problème pour les États-Unis et pour le déplacement plus large du pouvoir est qu'ils ne peuvent plus vraiment rivaliser efficacement avec la Chine. Par le passé, il y avait toujours quelques sanctions ici et là pour tenter de priver les Chinois d'une partie de leur compétitivité. Mais cela restait toujours dissimulé sous une certaine légitimité, en disant par exemple que c'était une question de violation des droits de l'homme. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Désormais, c'est très clair. Il faut freiner le développement technologique de la Chine. Les Chinois verront cela, je pense, comme une attaque directe contre leurs intérêts stratégiques. En d'autres termes, ils s'en prennent à un partenaire commercial clé en le coupant. J'imagine que les Chinois sont maintenant bien plus en colère que les Russes. Mais les Chinois, eux aussi, ils ont certaines façons de riposter. Donc nous ne devrions pas voir cela comme un simple affrontement entre les États-Unis et le Venezuela. Beaucoup de terres rares, comme l'antimoine, sont nécessaires aux États-Unis pour développer des armes. Les Chinois peuvent, dans une certaine mesure, démilitariser un peu les États-Unis s'ils refusent d'exporter les matériaux utilisés pour l'armement. Mais aussi, les Chinois achètent des bons du Trésor américain. Ils ont de nombreuses manières de se venger des États-Unis s'ils perçoivent cela comme une attaque indirecte contre la Chine, ce qui est le cas. Je veux dire, lorsque la stratégie de sécurité nationale précise que notre objectif est d'affirmer une sorte de doctrine Monroe, où d'autres grandes puissances ne peuvent pas jouer un rôle important dans cette partie du monde, c'est bien de la Chine qu'il s'agit. Et c'est ce qu'ils mettent en œuvre. Alors comment voyez-vous la réaction des Chinois face à cela? Eh bien, je pense que tout d'abord, ils vont continuer à utiliser le levier dont ils disposent sur le plan économique. Ils ne vont certainement pas acheter davantage de bons du Trésor américain. Ils vont commencer à s'en débarrasser, continuer à le faire et se tourner vers d'autres alternatives. Et ils vont certainement maintenir, voire renforcer, les restrictions sur les terres rares qui pourraient être fournies aux États-Unis,
mais ne le seront pas. Donc, je vois la Chine réagir sur le plan économique, mais je pense aussi que cela aura pour effet de renforcer les relations chinoises avec la Russie. Parce que vous savez, c'est une brique de plus dans le mur qui montre que les États-Unis ne sont pas dignes de confiance. Mais comment comprendre l'Union européenne alors? Comme je l'ai mentionné, les dirigeants européens ont exprimé un soutien plutôt tiède, tout en précisant plus tôt qu'ils considéraient cela comme légitime. Ils ont dit qu'il fallait respecter la Charte des Nations Unies et le droit international. Mais en réalité, rien de tout cela n'est légal. Oui, c'est ça. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur le fait que Maduro est un dirigeant illégitime et que désormais, enfin, la démocratie peut arriver. Donc encore une fois, ils n'avaient pas beaucoup d'informations sur ce qui se passait. Alors, est-ce simplement de l'obéissance aveugle ou y a-t-il un intérêt national en jeu ici? C'est de l'obéissance aveugle. Malgré leurs efforts pour se distancer des États-Unis, ils restent des marionnettes de Washington, D.C. Ils ressemblent aux singes de l'organiste de rue. Ils doivent danser sur l'air joué à Washington. S'ils étaient vraiment des gens de principe, ils le condamneraient immédiatement. Ils ont condamné la Russie pour avoir violé la Charte des Nations Unies avec son invasion de l'Ukraine en février 2022. Maintenant, je comprends que la Russie peut soutenir, en vertu de la Charte des Nations Unies, qu'elle agissait en réalité conformément à l'article 51 concernant la légitime défense, en raison des activités menées par les Ukrainiens à la demande et avec le soutien des États-Unis et d'autres pays de l'OTAN. Les États-Unis ne peuvent pas faire la même affirmation. Les États-Unis ont fondé leur argument sur l'idée que Maduro n'est pas un président légitime, qu'il a volé la dernière élection. Eh bien, c'est une affirmation, mais elle n'est pas du tout prouvée, premièrement. Et il s'est comporté en président, mais au lieu de reconnaître les aspects juridiques prévus par la Charte des Nations Unies, beaucoup dans l'Union européenne, en particulier von der Leyen et Kaja Kallas, cherchent des moyens de justifier ce que les États-Unis ont fait. Et franchement, c'est injustifiable. C'est illégal, c'est une violation du droit international. Mais les États-Unis s'en moquent. Le droit international n'a absolument aucune importance pour la politique américaine. Nous l'ignorons. Oui, j'ai vu ce tweet amusant plus tôt de Carl Bildt, le politicien suédois. Il faisait remarquer que l'administration Trump ne devrait pas parler de prendre le pétrole du Venezuela, ou dire, comme Trump l'a fait, « c'est notre pétrole, nous le voulons de nouveau ». J'ai trouvé cela intéressant, car les justifications pour agir ainsi ont été très variées. Il y a eu le narcoterrorisme dont tu as parlé, l'accusation selon laquelle le Hamas, le Hezbollah et même l'Iran opéreraient au Venezuela, ce qui serait apparemment aussi une raison légitime pour frapper. Mais surtout, il y avait aussi cet argument selon lequel c'était notre pétrole, que nous l'avions développé, qu'il nous appartenait, et que nous voulions le récupérer. Je pense que les Européens sont beaucoup plus à l'aise avec l'idée de simplement invoquer la démocratie, la liberté et les droits de l'homme. Et alors, ça devient légitime. Et encore une fois, c'est ce qu'il y avait dans ce tweet, si typique d'un dirigeant européen. Oh, nous ne sommes pas à l'aise à l'idée de parler de pétrole, car cela alimente le discours du gouvernement vénézuélien. À la place, il faut parler de liberté, parler de démocratie, car alors tout devient légitime. Je veux dire, c'est le manuel de jeu depuis 30 ans. Si vous invoquez la démocratie et les droits de l'homme, c'est l'exemption que vous obtenez du droit international. Vous pouvez alors vous en écarter, car vous poursuivez le droit humanitaire plutôt que le droit international. Mais Trump n'a pas suivi cette voie, semble-t-il. Ou peut-être qu'il avance dans toutes les directions à la fois.
Mais une issue possible pour lui serait d'aller devant les Nations Unies et de dire « Regardez, nous avons fait cela parce qu'il ne s'agissait pas d'un président légitime. La dernière élection a été volée. Donc cette fois, nous voulons des élections au Venezuela sous supervision de l'ONU et celui qui remportera cette élection sera reconnu comme le dirigeant légitime. » Ce serait une façon pour Trump d'essayer de se sortir d'une situation qui s'annonce plutôt délicate. Car rappelons-nous ce que Colin Powell avait averti George H.W. Bush à la veille de la première guerre du Golfe en 1990. Il lui avait dit « Monsieur le Président, souvenez-vous, si vous le cassez, c'est à vous de le réparer. » Autrement dit, si c'est vous qui intervenez et déclenchez la guerre, si vous prenez le contrôle du pays, alors vous feriez mieux de le reconstruire et de le faire fonctionner. Sinon, c'est vous qui serez tenu pour responsable, pas une force extérieure. Eh bien, comment cela se passe-t-il à l'intérieur des États-Unis, justement? Parce que Trump a été élu comme le président de la paix, et il énumère toujours tous ces endroits où il aurait apporté la paix. Eh bien, c'est un peu trompeur, évidemment, car il s'attribue le mérite d'avoir mis fin à la guerre à Gaza, alors que c'était les États-Unis qui envoyaient toutes les armes et finançaient le conflit. Il s'attribue aussi le mérite d'avoir mis fin à la guerre en Iran, mais c'est lui qui bombarde l'Iran. C'est donc une situation très étrange. Mais comment penses-tu que cela va être perçu par le camp America First? Parce qu'il semble que c'est là que les Américains se divisent. Certains pensaient que Trump allait mettre fin à toutes ces guerres ring-spalling, tandis que d'autres croyaient qu'il allait simplement restaurer la grandeur de l'Amérique en montrant sa force et sa fermeté, contrairement à ses prédécesseurs jugés faibles. J'ai vu des signaux contradictoires dans les médias américains. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va encore plus diviser sa base, ou bien tout dépendra-t-il de la manière dont la guerre évolue? Oh non, non. Je pense que cela va absolument diviser davantage la base. Je sais que dans mon propre cas, le niveau de colère et d'indignation que je ressens est, eh bien, je pense que Trump est une honte. Je pense qu'il doit être destitué. Mais le problème, c'est que le Congrès est complaisant, complice de tout cela, parce qu'il compte sur l'argent qui sera gagné en facilitant le retour des compagnies pétrolières américaines qui vont diriger les opérations au Venezuela. Et elles ne le feront pas dans l'intérêt du peuple vénézuélien, mais dans celui de ses entreprises et de leurs actionnaires. C'est donc très regrettable. Mais Trump crée un précédent qui permettra à d'autres pays d'en faire autant lorsque cela servira leurs intérêts. Oui, penses-tu, enfin, comment mesurerais-tu le succès? À quel moment sait-on si cette guerre a été un succès ou non? Je ne parle pas d'un point de vue moral, comme se demander si c'est une bonne guerre, mais plutôt du point de vue de la réussite politique. Installer un gouvernement obéissant à Washington, mettre la main sur le pétrole du Venezuela. Est-ce que tout repose sur la rapidité de l'opération ou sur la capacité à éviter qu'elle s'éternise, à empêcher le Venezuela de riposter? Quels critères utiliserais-tu pour évaluer cela? Parce que c'est toi qui as commencé en disant que c'était le moment mission accomplie de Trump, comme quand George Bush se tenait sur le navire de guerre avec cette grande bannière derrière lui. Mission accomplie. Oui, Saddam Hussein a été renversé, mais c'est après que le pire a commencé. Alors, quand saura-t-on, en somme, si cette guerre a été un succès? Je pense que d'ici 2 mois, voyons voir, nous sommes le 1er janvier. D'ici le début ou la fin mars, nous saurons si le Venezuela s'est stabilisé et s'est soumis à Washington, ou si cela va devenir un problème permanent et croissant pour les États-Unis. Je pense qu'il est très probable que les États-Unis échouent à prendre le contrôle du Venezuela comme ils le souhaitent. Et ensuite, il faut aussi envisager cela dans le cadre du plan d'attaque contre l'Iran.
Le Venezuela est une sorte de police d'assurance dans cette stratégie, par crainte que, si les approvisionnements en pétrole du Golfe Persique sont interrompus, nous ayons une alternative au Venezuela. Les Vénézuéliens seront-ils en mesure de fournir cela? Je pense que oui. Mais le potentiel de chaos sera important tant que nous ne saurons pas exactement comment le gouvernement va fonctionner et répondre aux besoins quotidiens de ses citoyens. Oui, eh bien, d'après l'expérience européenne, après avoir détruit la Libye et la Syrie, cela a ouvert les vannes à une vague massive de personnes affluant en Europe, et nous en subissons encore les conséquences. Étant donné que Trump a non seulement fait campagne pour mettre fin à toutes ces guerres, mais aussi pour freiner le flux de réfugiés, cela pourrait très mal tourner, Smollett, si la guerre contre le Venezuela devient chaotique et que les gens commencent à marcher vers le nord. Oui. Non, je suis d'accord. Donc, tu as cet afflux de réfugiés et la Colombie sera ravie de les laisser passer sur leur route vers le Panama, puis du Panama à travers l'Isthme, en passant par le Mexique jusqu'à la frontière. Oui, je pense qu'on verra une nouvelle vague de réfugiés arriver, parce que je ne vois pas comment ce chaos qui va s'emparer du Venezuela pourrait se terminer. Ce ne sera pas juste un incident temporaire. Je pense que ça va devenir un thème durable pour le Venezuela. Eh bien, je vois sans cesse dans les médias ici que tous ceux qui veulent soutenir cela s'appuient toujours sur le même argument. Ils ont fait la même chose avec l'attaque contre l'Iran en disant « Eh bien, c'est un gouvernement autoritaire », comme si c'était la motivation, et aussi comme si cela allait d'une manière ou d'une autre conduire à plus de démocratie, plus de liberté ou à une position plus favorable. Et oui, je peux imaginer 1 million de façons dont cela peut mal tourner. Bref, une dernière réflexion avant qu'on conclue. Eh bien, encore une fois, il faut examiner cela au-delà de ce qui se passe simplement au Venezuela. Je pense que ça fait partie d'un effort plus large des États-Unis visant à faire de 2026 l'année de la guerre. Ils vont entrer en guerre avec l'Iran. Ils sont déjà en guerre avec le Venezuela. Et il n'y a aucune intention réelle de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cela se réglera donc sur le champ de bataille, et cela aura des conséquences à la fois pour l'Iran et pour le Venezuela, en fin de compte. Oui, la leçon pour le monde semble maintenant être qu'il n'y a pas de véritable diplomatie, seulement de la tromperie et des attaques surprises. Donc oui, préparez-vous à la guerre. Oui. Alors, si cette année doit être celle de la guerre, eh bien, 3 jours après son début, on peut dire que ça commence plutôt bien. Donc Larry Johnson, comme toujours, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais que vous êtes très sollicité aujourd'hui. Eh bien, merci Glenn. Et vous savez, nous prions toujours pour la paix. Mais malheureusement, nous commençons mal l'année 2026 et je pense que ça ne fera qu'empirer.